C'est toujours un réel plaisir, mes téléspectateurs, de se retrouver parmi vous dans le cadre de ce magazine, ce grand magazine de la rédaction de Kinshasa Direct. Oui, nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et des thématiques et des sujets sont les bienvenus déjà ce soir. Des sujets d'actualité, notamment liés à la paix et à la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Oui, on parle du processus de paix de Luanda. Quels avantages pour la République démocratique du Congo? On va en parler ce soir avec Monsieur Justin Bahati, qui est membre de la société civile composante jeune. Avec lui, justement, nous allons décortiquer pour voir comment tirer profit de cet accord de paix qui est en train de se négocier. Et oui, on va évidemment évoquer aussi des sujets d'actualité liés aux réformes qui sont en train d'être initiées par le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba. En quoi cela dérange les magistrats? Nous allons recevoir un avocat ici, sur ce plateau, Monsieur Jeannelon Pepe, qui est, au-delà d'être avocat, acteur politique. Et puis, nous allons parler science. Oui, science, parce qu'il y a des intelligences en République démocratique du Congo. On parle de la revanche du cerveau sur le sol et le sous-sol. Comment, avec nos intelligences, arriver à avoir un Congo meilleur? Oui, nous allons recevoir ici sur ce plateau un professeur, mais aussi savant, M. Zakari Makofi. Mesdames, Messieurs, voilà en quelques lignes, c'est de quoi nous allons parler ce soir. Et vous le savez, la priorité des Télé 50, c'est l'actualité. Les grandes lignes, c'est avec Moïse Chamala qui je dis bonsoir. Bonsoir Red Boutela et merci. Bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. La première ministre a agréé l'engagement de la Grande-Bretagne pour un nouveau partenariat diplomatique et économique avec la République démocratique du Congo. Ce lundi 19 août, à la primature, Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience pour cette fin Lord Ray Collins, ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique. Et puis au sud Kivu, plus de 290 ménages victimes de l'incendie des Bougueries dans les territoires des Kaléé dorment toujours à la belle étoile. Sans assistance du gouvernement, les déplacés se démènent avec des moyens de bord, affirme la société civile de ces coins. Et puis en sport afro-basket, les Léopards de la République démocratique du Congo affrontent les Lions du Cameroun dans un match crucial pour les éliminatoires. Les coups d'envoi de ces duels est prévu à 19h au gymnase du Stade des Martyrs, placé dans la zone 4 dans les éliminatoires. Un succès dans ces matchs serait un pas important avec la qualification pour la phase finale. Et tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Nathalie Yoko. Mais entre-temps, Kinshasa Direct, c'est pour ceux de l'autre côté avec Arlette Boutela. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et nous sommes justement en ligne aussi avec YouTube. Suivez-nous en direct sur télé50.cd. Justement, mes téléspectateurs, nous allons déjà prendre notre tout premier dossier. Télé 50, simplement congolais. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Il est président de la société civile composante jeune. Oui, Monsieur Justin Bahati, notre invité ce soir avec lui. Justement, nous allons revenir sur le processus de paix de Luanda. Quels sont les avantages à tirer pour la République démocratique du Congo? Est-ce que d'ailleurs la RDC a des chances à travers ce processus de retrouver la paix? Vous le savez, on a reçu ici en République démocratique du Congo João Lourenço, le président d'Angola, qui est venu justement dans le cadre de ces négociations pour tenter une négociation entre la RDC et le Rwanda, justement pour trouver la paix. Monsieur Justin Bahati, bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour Madame Arlette, bonjour à tous les milliers de Congolais qui nous suivent à travers le monde, particulièrement ceux-là qui sont à l'est de la République, meurtris, victimes de plusieurs agressions successives. Donc je salue tous les Congolais à travers cette émission et je salue beaucoup plus l'équipe de Télé 50 d'avoir associé toujours la jeunesse dans les débats pour la nation. Vous en savez quelque chose parce que justement vous représentez cette jeunesse de la partie est de la République démocratique du Congo qui se retrouve aussi dans cette, qui se retrouve plutôt victime de cette guerre d'agression. Aujourd'hui, on revient encore sur le processus de paix après longtemps, après un bon moment refusé, mais on sent quand même qu'il y a cette volonté de vous pouvoir discuter de la question sur la table. Aujourd'hui, la grande question c'est oui, des négociations, mais pour quelle fin? Merci beaucoup, madame. Lorsqu'on parle de la République, lorsqu'on parle des questions de la paix, il faut la parler avec, je peux dire, avec une intention d'abord d'aider le victime, une intention de trouver une solution. Mais lorsqu'on parle de la question de la paix, on la prend à la légère, ça pose problème. Le processus de Luanda que vous avez soulevé n'est pas le premier processus, madame Arlette. Ça peut être le 5e, le 6e, le 10e, même le 20e. Je peux vous en compter. Nous avons commencé, s'il faut remonter l'histoire. Nous avons été à Nairobi, nous avons été à Luanda. Encore, nous sommes revenus à Luanda. Nous sommes revenus à Nairobi encore. Et la question était de nous poser, ou de poser ces gens qui engagent ce processus, quels résultats pouvons-nous en tirer? Le processus de Luanda n'est qu'une répétition sans résultat. Je vais vous le dire. Parce que toutes les résolutions qui en sortent, peut-être les gens n'ont pas encore lu les rapports, ne sont qu'au bénéfice du Rwanda. La première assertion de leur résolution, c'est la neutralisation des forces des FDLR. Nulle part dans les rapports où on cite l'M23, je l'ai, si vous ne l'avez pas, je peux le lire et je le mets à la disposition de tous les Congolais. Les rapports de négociation entre nous et Kagame, aucune phrase ne parle du M23. On abrège les forces sans les détails. Mais là, on exige à la RDC d'engager le processus de neutralisation de FDLR, comme si c'était la RDC qui était partie récupérer les FDLR et les remettre en République démocratique du Congo. On ignore qu'il y avait un processus de génocide au Rwanda et que par bon voisinage, par politique de régionaliste, par politique d'humanitaire, politique humanitaire, la RDC ne pouvait pas barrer route aux paisibles citoyens. Chose étonnante, qu'ils viennent avec leurs armes ou couteaux ou pas, ce n'était plus à la RDC. C'était d'abord à la communauté internationale qui avait alerté, qui avait secoué les Zaïre à l'époque, d'accueillir les paisibles citoyens. Aujourd'hui, ça devient une monnaie qui nous coûte, ça devient un fardeau sur nos épaules. Là, ce n'est pas aussi le grand problème. Le problème est de savoir, est-ce que quand nous allons dans les négociations, nous nous y préparons? Parce que plusieurs négociations où nous sortons toujours en échec. Il n'y a eu aucune négociation où la RDC est déjà sortie victorieuse. À Luanda, M. Olivier, je crois, ministre des Affaires étrangères, vient s'imposer dans des négociations. Et dans l'imposition qu'il a placée, il a dit, avant de parler, il faut d'abord que Kinshasa accepte de neutraliser les FDLR. Entre-temps, le même Olivier ne reconnaît pas à travers son chef, M. Kagame, que le Rwanda a agressé la RDC. Mais madame, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? On est en train de négocier de quoi à Luanda? Si d'abord Kagame ne reconnaît pas qu'il nous fait du mal, qu'est-ce qu'il est en train de faire sur la table avec nous? Parce que c'est ça le langage de Kagame, c'est ça le langage de Kigali. Non, ce n'est pas notre problème, nous n'avons aucun problème avec le Congo. Au contraire, ce sont les Congolais qui gardent le FDLR. Qu'est-ce qu'ils viennent faire et pourquoi ils acceptent le préalable aussi longtemps qu'ils ne se reprochent de rien? Ça, c'est une question qui devait interpeller nos représentants, nos négociateurs, fort malheureusement qui n'ont pas le temps, c'est ça ce que j'ai toujours dit, d'associer toutes les forces nationales avant d'affronter ce genre de négociations. Madame la ministre des Affaires étrangères, que j'ai eu à connaître, qui était à la MONUSCO, qui a un parcours dans la région, a-t-elle cru associer les forces communautaires, si je peux le dire, de la zone Est et la zone frontalière pour l'aider aussi à d'autres éléments qui peut-être pouvaient l'échapper? Il est déjà évoluant dans les Nations Unies, elle a eu suffisamment de formation ou peut-être elle a suffisamment de points focaux pour lui donner des plus amples détails sur ce qui se passe. Si, il n'est pas intégré les Nations Unies, madame, évidemment parce que vous avez évoqué ça. Qu'est-ce que Luanda va faire que la MONUSCO n'a pas eu à faire? Parce que nous avions connu la MONUSCO plusieurs années, d'ailleurs elle est encore sur notre sol, plus de 20 ans. Et ils étaient venus dans le processus de déstabilisation. Et parmi les éléments majeurs, il y avait aussi cette problématique de l'Est. C'est la MONUSCO a été priorisée en RDC. Ce n'était pas pour défiler à Kinshasa, moins encore dans des avions. C'était pour aider la République démocratique du Congo de rétablir sa paix dans sa zone Est. Bien sûr, c'est toute l'étendue, mais l'élément où l'endroit qui était majeur dans la partie Est. Quel est le bilan de cette MONUSCO? Qui est constitué de presque toutes les nations du monde, avec la logistique armée, avec tout ce qu'ils avaient comme drone.
Ils n'ont pas réussi à trouver Mais une ça lui solution. donne quand même des éléments nécessaires pour aller négocier, pour aller discuter sur la table. Non, madame, il ne faut pas à un moment amener la population de négociation en négociation. Je suis d'accord, les États peuvent se trouver, mais avec quel État vous allez vous trouver? L'histoire de la région des Grands Lacs est connue. Peut-être d'autres ne la maîtrisent pas. Je l'ai toujours dit, est-ce que le président de la République comprend bien la région des Grands Lacs? Parce que nous sommes le fils de la région. Les Nilotiques ont leur politique qui n'est pas la nôtre, madame. Pour Kagame, il ne peut jamais être en paix s'il n'a pas le contrôle sur la zone où nous sommes. Et il fera tout pour nous mettre mal à l'aise. Lorsque nous sommes à Luanda, je suis bien, bon, j'apprécie bien peut-être les bons offices de M. Lorenzo, mais au moment où je vous parle, madame, quand on est en train de négocier, les M23 sont en train de se ravitailler. Je vais vous donner une information que je mets tout le monde, quiconque a défi. À Kanombe, c'est un hôpital qui est à Kigali. On y a retrouvé une bande de jeunes, mais cantonnés. Pour quelle intention? Et selon nos informations, ces jeunes seraient en train de vouloir venir renforcer les effectifs de M23. Les jeunes sont cantonnés dans l'hôpital, ils ne sont ni médecins, ils ne sont ni stagiaires, mais un groupe de plus de 1000 jeunes rwandais cantonnés dans un hôpital de Kanombe. Je connais, c'est un hôpital militaire, j'ai eu la chance d'y arriver. Mais jusque-là, nous, on est en train de dire non, non, Luanda, Lorenzo, et peut-être un nouveau seigneur. Mais Kagame développe des stratégies. Il prend des prisonniers pour les envoyer encore à la ligne de front. Et nous, on est là en train d'attendre et faire confiance, comme on a toujours fait confiance aux États. Mais est-ce que les négociations excluent l'éradication? Non. Mais dans le cas où nous sommes, nous avons été piégés. Moi, j'ai l'accord, madame. Dans l'accord, on ne nous laisse pas le pouvoir de nous imposer. Parce que quand on parle de l'éradication, madame, c'est un processus qui a commencé avec les DDR. La MONUSCO avait commencé avec DDR. Aujourd'hui, nous avons déjà un programme national qui s'appelle PDDRCS. C'est pour ça, pour récupérer les jeunes qui étaient dans les groupes armés, pour aussi essayer un peu de récupérer, même ceux-là qui sont dans des groupes armés étrangers, tout ça c'est dans le PDDRCS. Est-ce que le PDDRCS a échoué? L'éradication, oui. Mais ça va se faire avec qui? C'est ça la question majeure qu'on devait se poser à Luanda. Parce que Kagame, pour lui, que la RDC mette en place un plan, je vais vous le lire, madame, parce que c'est quand même pédagogique. Je l'ai avec moi. Première disposition. Le 26 avril 2024, le gouvernement de la RDC a soumis à la facilitation son plan de neutralisation de FDLR. Ça, c'est le plan qui vient de nous. Nous qui sommes tabassés, comme quelqu'un l'avait dit sur l'une des chaînes, ou nous qui sommes dans de mauvaises conditions, nous qui enterrons nos serres, nous qui nos mères sont en train d'être violées, c'est nous qui avions encore soumis les plans vers l'agresseur. Suivez d'abord le départ. Deuxième disposition, madame. À son tour, c'est bien écrit dans l'accord, le 6 mai 2024, le gouvernement du Rwanda a soumis à la facilitation son analyse et ses observations sur le plan. Madame, qui est chef? Il y a quelqu'un qui doit analyser. Regardez la position des forces en négociation ou en diplomatie. Vous amenez votre plan de neutralisation de M23, de FDLR. Le patron qui est Kagame dit non, je viens maintenant avec mes observations et mes analyses sur ces plans. Je poursuis. Alors je vais vous montrer que les M23 ne sont pas. C'est bien mentionné encore. Les ministres ont reconnu que la situation des théâtres et des opérations s'est considérablement dégradée. Là, je saute. En foi de quoi ils ont décidé ce qui suit. C'est le fait. Comme premier point. Deuxième point, l'opération du plan de neutralisation de FDLR. Et le dernier point, l'élaboration du plan de désengagement des forces. Nulle part on parle M23. Non, madame, on ne cite pas M23. C'est comme si on est en train de cacher quelque chose, mais nous, on nous parle de FDLR. Regardez l'approche et la squelette même de ces négociations. Si vous pouvez lire les documents, vous sentez que c'est Kagame qui pèse mais sur justement, toutes les grandes lignes de cet accord. mais est-ce que nous ne négocions pas en ce net moment en position de faiblesse, carrément? Voilà, merci. C'est un terme qui vient de vous. Nous sommes à genoux. Nous sommes en position de faiblesse parce que le plan que nous avons présenté, c'est un plan qui a été analysé par l'agresseur, c'est un plan qui nous a été remis avec ses observations, et le facilitateur nous a imposé de respecter ce plan. Et c'est ça le fait, c'était la première étape du plan. Je venais de vous donner des conséquences en vous disant qu'au moment que nous attendons la bonne foi, Kagame n'est pas dans ce plan, il ravitaille, il se ressource, il sait combien de militaires sont morts, il forme d'autres, il cherche des partenaires, mais nous on est assis. Deuxième point, neutralisation de M23, ça va nous coûter, madame. Parce que ces gens sont dans des forêts. Moi, ils sont dans notre forêt de Calais, pour votre information. On a étudié avec leurs enfants. Ils se sont mariés à certains de nos sœurs. Vous pensez que cette opération sera aussi une messe facile? Ou vous croyez que les FDLR qui ont aussi des armes vont se laisser abattre comme des mouches? Ça va se passer sur quel terrain? Est-ce que c'est à Gisenyi? Est-ce que c'est à Ruwengeri, madame? À l'heure actuelle, la priorité, c'est les FDLR. Permettez-moi, madame, permettez-moi. Je reviens sur cette analyse. Quand nous allons traquer les FDLR, ces plans opérationnels, ça sera à Gisenyi, à Ruwengeri, à Tchangougou ou en RDC.
Et les conséquences de la guerre sont lesquelles? Ce sont des conséquences économiques. Et le niveau de l'éducation, il y a des écoles d'aller au plateau, les gens ne vont plus étudier, les fleurs vont réagir. Il y aura donc encore le sang qui va couler. Deuxième sang pour la RDC. Qu'est-ce qu'on gagne de tout ça? C'est une question. Même quelqu'un qui n'a pas étudié. Moi, je ne peux pas aller, je prends mon avion, je pars à l'Est, j'ai réuni mes frères, je leur ai dit, non, écoutez, il y a eu un plan à Luanda, attendez, les choses vont se résoudre. Entre-temps, quelqu'un ne sait pas aller à l'école. Entre-temps, les déplacés de guerre d'ADK sont en train de subir des désastres. Entre-temps, ils sont en train d'être tués même par des bombes qui ratent. Ils ont déjà fouillé leur milieu naturel. Ils ont des cas de cantonnage, mais ils sont tués sur place. Quel est le discours que moi je peux leur donner que non? Cette fois-ci, M. Lorenzo, qui est parti fêter d'abord avec son ami le génocide, parce que nous l'avions vu sur des images, il part là-bas, il est à l'aise, il se prend des photos, il joue même au football, mais il nous revient pour nous dire que non, il va nous aider. Non. Mais est-ce qu'il ne faut pas à ce niveau que la RDC aussi ait un plan B au-delà du processus qui peut être diplomatique, qui peut être peut-être des façades, arriver à préparer un plan B justement comme le fait le Rwanda? Madame Arlette, la RDC est contre tout le monde entier. Les gens ont tendance à ne pas le dire. Parce que lorsque le monde entier estime ou reconnaît réellement que nous sommes agressés, on devait voir des actions palpables. Ce ne sont pas ces réunions. Le plan B, il y en a. Ça devait d'ailleurs être le plan A. Ça devait être le plan A. Le plan B, c'est maintenant aller dans des négociations. Le plan A, c'est la sécurisation interne. La première mission d'un État, je vous ai toujours dit ça ou du pouvoir, c'est d'assurer l'intégrité territoriale. Lorsqu'on ne réussit pas à sécuriser ces paisibles citoyens, on a échoué à sa mission principale. Et si on était sage ou sérieux, on peut dire que nous avons un État démissionnaire. Parce que nous mourons affamés, nous mourons dans des embouteillages, nous mourons aux poches vides, nous mourons injustement. Toutes ces conséquences sont le résultat de la mauvaise gouvernance. Le plan A, comme vous voulez que ce soit le plan B, c'est la fédération des forces nationales. C'est possible. On ne peut pas gérer un État par biceps, madame. Il faut approcher toutes les Quand vous intégrations. parlez de fédération des forces de l'État, vous sous-entendez quoi? Je vais parler aux échanges. J'ai fait allusion aux échanges nationaux vrais et sincères. C'est possible. Nous sommes dans une turbulence qui a perduré. Nous ne pouvons pas gérer où il faut que l'humanité jette des pierres à l'emba et qu'on soit, comme nous voyons des marches contre les individus. Ça ne va pas nous aider. Nous allons créer des fissures en fissures. Il est temps au garant de la nation d'approcher toutes les forces politiques, forces vives, communautés. Interrogeons-nous pourquoi ce ne serait pas persisté dans notre maison. Mais le président de la République, lors de sa dernière sortie médiatique, l'a dit. Il a parlé des opposants, des figures des opposants, où il a estimé qu'il ne va pas négocier avec X, il ne va pas aller avec Y. Il a carrément dit. Madame Arlette, je ne suis pas porte-parole des opposants, mais le langage employé par M. Félix Tshisekedi était dénigrant à ses collègues opposants. Il oublie qu'ils étaient avec eux, il oublie qu'il y a des personnalités parmi eux, des borderline, des TLM23. Lorsque vous identifiez déjà vos paisibles citoyens en ennemis, vous créez d'autres ennemis. C'est une mauvaise politique de gestion de crise. Peut-être qu'il n'a pas de conseiller ou il a des gens qui veulent l'applaudir, voyager avec lui, mais lorsqu'on emploie des termes pareils, mettez-vous dans la peau de l'ancien président, mettez-vous dans la peau de M. Katumbi et les autres Fayoulou, qui ont été utilisés, chosifiés. Les discours de la chef de l'État, il a parlé comme s'il était à l'aise, ou bien que ce sont des figures qui ont un rôle à jouer. Et ça, c'est un problème de communication de notre président. Je ne suis pas son conseiller en communication, mais je crois que quand ça brûle dans la maison, il faut éviter d'y apporter encore de l'essence. Et des phrases, comme le disent les Swahili, qui nous la bouche. Lorsque vous la placez mal, vous créez des ennemis. Déjà dans le cas de l'ancien président, ils ne sont pas contents, vous avez suivi leur sortie médiatique. C'est encore un conflit qui s'ajoute. Dans le cas de Katumbi qu'on traite de borderline et qu'on sort, il n'est pas aussi du tout content. Est-ce que le président est en train de nous aider à résoudre la crise ou il est en train de nous aider à nous enfoncer? Vous êtes de la presse, vous devez aussi enseigner, même les proches au chef de l'État. Nous sommes dans un état de crise. Rapprocher les forces. Moi, j'étais à Goma en 2013, madame, lorsque les M23 se sont retirés de la ville. J'étais président des étudiants. Ils se sont retirés dans un axe d'État. Quand bien même, ça n'a pas été durable, mais on a vu quand même les retraits. Qu'ils posent la question à d'autres forces. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils peuvent même demander à Kabila. Je ne suis pas son porte-parole. Je n'ai pas soutenu sa gestion. Je l'ai combattu pour l'injustice. Mais au moins, on peut puiser quelque chose de positif dans lui pour dire, M. Kabila, comment ces gens se sont retirés? Quelles étaient les approches de négociation? Comment on peut faire? On intègre ça, on demande aux confessions religieuses, on associe la presse et le chef de l'État s'ouvre. Il se laisse comme quelqu'un qui veut apprendre. Mais malheureusement, il se retrouve en expert, escarmouche, échec, accord de Luanda, je ne peux pas négocier avec Kagame jusqu'à ma mort, il est encore vivant, ils sont en train de négocier. Entre-temps, c'est la République démocratique du Congo qui met le paquet de budget pour envoyer une délégation avec le plan de neutralisation de FDLR que nous n'avons pas amené.
qui sont entrés en complicité avec la France, en complicité avec les États-Unis, mais qui aujourd'hui devient un fardeau pour la population congolaise. Je pense qu'on doit être sérieux avec des vies humaines. Parce que lorsqu'on badine avec des vies humaines, on oublie même la sacralité de l'existence. Quel électorat on aura si on enterre les gens chaque jour? Mais quelle est l'approche promo actuellement? Je me répète, d'abord à l'interne, le dialogue interne autour de sincérité, pas autour du pouvoir. Je ne suis pas là. Le dialogue autour de la sécurité. Je ne sais pas comment le président va appeler ça. Il peut appeler sa conférence, il peut nous appeler au stade des martyrs, partout où il veut, pour demander aux intelligences congolaises, que pensez-vous du serpent Kagame et ses troupes qui nous sont entrés dans la chambre. Deuxième approche, madame, c'est de préparer les forces nationales à l'éventualité de la guerre. Ce n'est pas une option exclue. On a tendance à croire que la guerre n'est pas... C'est une option de la gestion d'un État. Il y a des États qui se sont développés aussi à travers la guerre. La France s'est bâtie. Elle s'est bâtie aujourd'hui, elle vit en paix, mais c'était une guerre concertée, une guerre partagée à la population, une guerre acceptée. Ce n'était pas une guerre comme on nous fait des guerres. Qu'est-ce qui nous manque? De réunir nos forces économiques, militaires, sécuritaires, pour nous préparer à une éventualité de guerre. Bien sûr, tout en respectant les étapes, comme je l'ai dit, du dialogue à l'interne, c'est un schéma. On fait asseoir les forces, après les recommandations des forces, on met en place un plan d'exécution de ces recommandations, et entre-temps, on est en train de développer une éventualité de guerre, parce que les négociations sont nombreuses. J'ai une liste de 24 négociations dans 2 ans. Et c'est nos budgets de la République qui sont bousillés. Madame la ministre des Affaires étrangères, que j'ai posé la question à travers une lettre, parce que je lui ai demandé de faire une conférence pour nous parler de vive voix, qu'est-ce qu'ils se sont dit. Nous ne voulons pas leur lire chaque fois dans des documents qui appellent la jeunesse, nous on va l'écouter. Et la dame, dans sa liste, ce n'est pas à l'ordre du jour, elle avait plus de 20 personnes pour aller négocier à Luanda. 20 personnes, combien coûte l'avion? Ils ont mangé combien? Cette somme-là qu'on est en train de perdre, entre-temps on perd de victimes, ça nous arrange. Dernier mot. Dernier mot, pour la République démocratique du Congo, c'est d'abord demander à la population de bien vouloir identifier le dirigeant et non sur base des sentiments, plutôt sur base des programmes et des convictions. Nous n'avons pas de chance, je l'ai dit aux jeunes et à tout le monde, parce que nous avons des dirigeants qui nous parviennent comme des cheveux dans la soupe. Nous devons préparer un leadership pour gouverner notre État. L'élément que je peux ajouter, c'est d'abord le nationalisme. Je crois à ces nationalismes. Les forces armées de la République démocratique du Congo se sont démarquées en armée nationaliste. Il faut qu'il y ait un coup de chapeau à ces jeunes qui meurent sous une complicité de faiblesse ou sous une complicité de non-préparation. Mon troisième et peut-être dernier message, c'est par rapport à ces fameux accords de Luanda. Je demande au président de la République de bien vouloir chercher nos vrais alliés. L'Ouganda était notre allié, mais l'Ouganda ne va pas réussir cette crise de la région des Grands Lacs. La solution à cette crise viendra de Kinshasa. J'ai moins de confiance, je doute très fort à l'efficacité de ces accords, surtout qu'il n'y a pas de mesures d'application contraignantes. Il faudrait qu'il y ait des mesures. Il faut revoir cet accord, il faut citer les groupes armés rwandais qu'il faut du mal, il faut accepter que Kagame y est pour quelque chose. Lorsque Kagame aura accepté, on peut s'attendre à un résultat. Mais lorsque Kagame emploie les mots force négative, entre-temps lui s'en retire, on va tourner en rond et on n'y arrivera pas. Enfin, madame, parce que ça vaut la peine, je voudrais alerter à travers cette émission par rapport à la gestion des cas de déplacés. Nous venons d'enterrer plus de 24 personnes depuis le mois de février. J'ai déposé le rapport au ministère des Droits humains. Les mesures sanitaires ne sont pas respectées dans les cas de déplacés. Les vivres sont en difficulté aujourd'hui. Je demande à Fonarev, ici à travers cette émission, le président de la République, beaucoup plus le ministère des Affaires humanitaires, de bien vouloir prendre en question ces victimes, ces compatriotes qui sont en train de crever. Et surtout de penser à la rentrée scolaire, parce qu'il y a des enfants qui y sont, qui peuvent aussi s'inscrire là où ils sont. Enfin, j'appelle la jeunesse à une mobilisation totale. Sortir du discours pour contraindre, heureusement que nous avons rendez-vous avec le président de la République le 28 août, je demande à tous les jeunes de constituer un cahier de charges uniquement pour la sécurité. Et j'appelle toutes les couches de la République de se concentrer sur cette question de la paix à l'Est et de vouloir y apporter des énergies et des potentialités pour que nous arrivions au retour de la paix. Justin Boati, je vous dis grand merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président de la société civile composante de jeunes. Merci, Madame Marlette. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau, surtout pour parler de la démocratique du Congo. On va continuer cette fois-ci pour parler science. Je le disais tantôt,
Il faut des intelligences, oui, des intelligences. Et la richesse, ce n'est pas que le sol et le sous-sol, c'est aussi les cerveaux, et on va en parler tout de suite. Tout celui qui va percevoir les cautions judiciaires qui sont perçues par nos magistrats, qui sont perçues par les agents de police judiciaire, les officiers de la police judiciaire, les amendes transactionnelles, les consignations de frais, les droits proportionnels et bien d'autres droits, tout celui qui va s'amuser à percevoir ces frais entre ses mains sera immédiatement mis à la disposition de la justice. Désormais, tous ces frais doivent passer par la banque. Nous devons développer notre pays. Ce n'est plus une question de choix, d'alternative. C'est une option décidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous recevons ici sur ce plateau le professeur savant Zakari Makoufi. Bonsoir et bienvenue, professeur. Bonsoir, Madame Mahalé. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. Question d'ouvrir nos cerveaux et de réfléchir. Oui, vous vous lancez un concept aujourd'hui qui met en avant-plan le cerveau en lieu et place du sol ou encore du sous-sol. Une réflexion, c'est vrai que on le dit, l'argent c'est les idées, mais comment arriver justement à mettre le cerveau au premier plan en rapport avec, par rapport au sol et au sous-sol? Merci Madame Arlette. Ce qui est vrai, on avait toujours négligé le cerveau. Mais ceux qui avaient compris avant que le cerveau était le maître, ont réussi. Mais nous, on parle de négociations, on parle d'élections, on parle de dialogue, non. J'ai trouvé un schéma. Dès qu'on applique ça, ça peut... Négociation, bientôt, élection, ça coûtera cher et tout ça. Mais si on mettait le cerveau, ça peut changer beaucoup de choses. Mais quand vous parlez de cerveau, ça veut dire même lorsqu'on va parler élection, lorsqu'on va parler autre chose, ça nécessite aussi le cerveau. Mais lorsque vous voulez mettre en exergue le cerveau, les intelligences justement, c'est pour aboutir à quel concept? Aujourd'hui, vous parlez par exemple de vie meilleure en République démocratique du Congo sur base de cerveau. Cela s'explique par quoi? Madame, ce qui se passe en RDC, on dit embouteillage, beaucoup de choses. On dit, est-ce qu'il y a des intellectuels dans ce pays? On voit un politicien qui se contredisent. Par exemple, vous aussi, dans votre émission, ça fait débat, mais il y a de quoi à manquer d'appétit. Vous. Et puis ça profite à qui les débats ici? Qui consomme ça? Les émissions, les journaux télévisés, Télé 50, tout ça. Mais qui consomme ça? Ce que vous ne savez pas, les médias, c'est ça qui nourrit l'opinion. Quand l'opinion est manipulable, toxicable, c'est que le média ne fait rien. Alors il faut que les cerveaux disent non, il faut discerner. Je ne vois pas d'émission qui vont discerner. Les nivellements de réflexion vers le haut, je ne vois pas ça. Mais lorsque vous parlez par exemple des plateformes pour une vie meilleure, c'est-à-dire
Merci. C'est vous le savoir en réalité. On dit qu'on se regarde, le savoir c'est vous. En réalité, il faut qu'on arrive à un moment donné qu'on se dise trop c'est trop. 1, 2, 3, c'est comme les Jeux olympiques là. Hein? 1, 2, 3, on court là. Quand vous courez, vous arrivez, tu n'as pas rentré derrière. C'est pour être une plateforme pour une RDC meilleure, qui n'est pas religion, qui n'est pas parti politique. Nous, est-ce qu'on peut démarrer ce pays? Ce pays, ça peut démarrer ou pas. Mais quand on veut jamais, et puis les opposants, on dirait qu'ils reviennent sur ce que les autres ont fait. Quand est-ce qu'on démarre? On dit non. C'est pourquoi je disais une plateforme meilleure pour la construction d'une meilleure RDC. Sera constitué de quoi exactement? Bon, nous commençons par toutes les provinces là, de tours jumelles. On peut en parler. Je vous écoute. Donc, tours jumelles. Je vois des bâtiments ici qui ne méritent rien. Donc, je vais tours jumelles avec 16 niveaux de chacun, donc 32 niveaux. On va loger les 26 provinces. Les 26 provinces, c'est ça les gouverneurs. Les gouverneurs qui nous suivent, si vraiment Télé 50 est suivi dans la province, c'est votre affaire. Les 26 provinces, on dit 1, 2, 3, 4, on démarre à point zéro. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est l'avantage d'avoir, vous parlez de tours jumelles, ça veut dire des immeubles qui vont non seulement, quand je regarde par exemple votre projet, qui regorge des sièges des différentes provinces, des banques de la femme, vous parlez des banques des investisseurs, de sièges de l'écuménisme, du siège de Génération Savant et le siège des ONG permis de rêver d'une vie meilleure. Et aussi le siège national des médias. En quoi résumer, regrouper plutôt toutes ces structures ensemble dans un seul bâtiment peut faire décoller la République démocratique du Congo? Très bien. Donc, on n'en a jamais pensé. On n'en a jamais pensé. Toutes les provinces là, quand ils viennent à Kine, on ne voit même pas les gouverneurs, on va les loger dans un meuble. Et si c'est pour vous, la province de Bandou, si c'est pour vous, c'est le mot Bondo, ça vous regarde. Si c'est pour vous à l'Équateur, c'est pas quel blanc encore. Non, ça sera une compétition. Vous ne savez pas dans le mot compétition, quand on parle de la Coupe des Nations, hein, vous voyez, tout le monde tremble. Cette fois-là, les provinces, c'est la compétition. Et puis comme j'ai parlé de la revanche du cerveau sur le sol sous-sol, que les autres provinces ne veulent pas dire qu'ils n'ont pas les moyens. Vous avez le cerveau. Vous voyez par exemple Rwanda qui ne peut marcher. Il n'a pas les minéraux, mais il a son cerveau. Il y a l'Éthiopie aussi, grâce à son avion. C'est leur cerveau. Nous allons 1, 2, 3, toutes les 26 pour démarrer au point zéro. Et si vous avez des intelligences, diaspora, venez, on va les continuer ça. Mais pourquoi mettre un accent particulier sur la banque de femmes, par exemple? Je parlais de la banque des investisseurs. Parce que, madame, ce que vous ne savez pas, nous sommes piégés. Les blancs que vous voyez sont piégés. Il y a deux pièges que j'ai découverts. Il y a l'argent. On dit à Mobutu non, on n'est pas en sécurité en LDC, venez investir chez nous en Suisse, tout ça, et il verse sans compter tout ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Mobutu? On a dansé pour Mobutu. Il va jeter tout l'argent en Suisse. Et on avait demandé à madame ton mari avait beaucoup d'argent, de nous. Moi aussi j'avais appris ça, je n'ai pas vu ça. Et puis tous ces diamants là, il y a beaucoup d'argent qui circulent. Mais c'est pourquoi je propose qu'on crée la banque des investisseurs. Je vous dis, en un mois, en une année, on peut avoir des milliards. Et cette peur-là, madame, on dit à nos politiciens de ne pas investir en RDC. C'est pourquoi les Indiens viennent malheureux, pauvres là, on leur dit non, passez sous moi aussi. C'est quoi? Qui va quitter cette peur? C'est pourquoi on a des savants, couper cette peur-là. Par exemple, Fassi dit, je mets 100 millions dans la banque je suis actionnaire à la banque de femmes. Au contraire, ça. Donc, tout le monde, même si Télé 50, dit Télé 50, il y a la banque d'investisseurs qui veut être actionnaire. Mais vous savez, nous sommes pleins d'argent, c'est l'initiative là.
Même, vous voyez cette guerre-là, et on a corrompu Mais qui voudra porter ça? Ce sont des idées. Mais il faudrait qu'il y ait des gens qui, comme vous l'avez dit, par exemple pour le compte de la banque, des investisseurs ou encore des sièges de médias ou encore la banque des femmes. Il faudrait qu'il y ait des gens pour arriver à porter ce concept. Est-ce que vous ne craignez pas qu'aujourd'hui, que la politique, justement, puisse ravir cet aspect de choses et quitter cette intelligence pure et pour la politiser finalement au bénéfice des uns et des autres? Non, c'est pour aider les politiciens. Vraiment, c'est pitié, ils comprennent vraiment ce qu'il faut. Je suis avec les politiciens, on a grandi, tout ça. Quand, après avoir un mandat, ils n'ont plus rien, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas de maison. Mais s'ils avaient investi dans la banque des investisseurs, ça pouvait donner quelque chose. Alors j'ai dit au président de la République, s'il peut instaurer la banque d'investisseurs, tout le monde peut investir et on va voir, même l'inflation, tout ça viendra de là. Mais sinon, nous sommes piégés. Venez, vos enfants, envoyez en Europe là, et puis non, il n'y a pas de sécurité, venez investir chez nous, même quand on investit là-bas, quelle sécurité? Bon, ils nous reviennent ici, tous ces gens, pour ne pas les citer. Ils reviennent très malheureux, mais on a dit qu'ils étaient actionnaires dans les sociétés. Revenez, n'ayez pas peur. Au contraire, quand on saura que vous avez la banque d'investisseurs, quelle confiance? Quelle confiance? Mais de nature, l'Africain, l'homme noir n'aime pas qu'on parle de ses biens. L'homme n'aime pas qu'on sache qu'il a combien. Vous pensez que les politiques qui sont là accepteront une fois au pouvoir? On sait que par exemple, tel est milliardaire à ce jour. On peut le voir. En Europe, oui, on dit X et n'est plus millionnaire, il est milliardaire actuellement. On doit passer par là, c'est ça. Si on ne quitte pas cette... Même cette guerre-là, où les parlementaires, les députés, les sénateurs ont corrompu, non. Vous savez combien de sièges? J'ai dit députés, moi j'ai 100 actions à la banque. Ça, c'est ce qui... lui, Équateur n'a pas 36 députés, n'importe quoi. Je vais, au nom de la banque d'investissement, autant d'actions que vous avez, vous pouvez prévaloir. Mais non, ce concept, puis, il est ouvert à tous. Je me pose la question, comment arriver à intégrer ce concept? Il y a beaucoup, je vois à la télévision beaucoup de gens qui les accompagnent, le président le soutient, le président vous le soutient avec quel projet? Moi, je soutiens Félix. Et puis, il n'y a pas que Félix. Il y a Sassou Nguesso, il y a les autres présidents africains, surtout, inviter la banque d'investisseurs, vous allez voir, et tous ces crépitements là. Et puis, on ne peut pas parler de banque d'investisseurs, parler de la femme. Les femmes ont beaucoup d'argent, par beaux bijoux, tout ça. Un jour, j'avais organisé une conférence de presse là. Chaque femme se mettait devant, dit, vos habillements, ça peut coûter combien? $800, 900. Mais investissez-moi ça à la banque d'enfants. Et puis, ce que je ne vous ai pas dit, il y a Bobila Dawa, il y a tous ces anciennes premières dames. Mais c'est du copie-coller. Ils donnent des cadeaux, ils donnent au point que quand son mari ne peut pas, il ne peut pas rentrer, prendre la parole. S'il y avait la banque de la femme, par exemple, Denise Nyakero, j'ai 10 millions dans la banque des femmes, même son mari n'est plus président, elle peut venir. Elle reste investisseur. Elle reste investisseur, et puis on le recevra comme investisseur. Mais n'importe quoi, tout ça, on a donné les... Nous l'avons vu avec Bobila Dawa, avec Livre, avec tout ça. Mais comment le problème, c'est est-ce que c'est un problème de mentalité? Est-ce un problème d'intelligence finalement? Ou un problème, je dirais, de sursaut d'orgueil pour arriver à atteindre ce niveau de réflexion, à atteindre ce courage d'oser certaines choses pour justement le développement? Normalement, tu devais dire, ça va, c'est quoi, n'importe quoi. Mais tu me reçois, hein, c'est la mentalité. Quand on parle de mentalité, c'est... On doit passer par ça. Vous gardez votre argent, vous cachez pourquoi? Le président de la République, pour investir, doit se cacher, tout ça. Même le ministre doit dire, un Libanais dit, présente-toi ma place. Non,
Mais justement parce qu'ils n'ont pas le droit, la Constitution leur interdit. Quand vous êtes membre du gouvernement, vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas être homme d'affaires, vous ne pouvez pas. Nous sommes à l'époque des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on ne va pas? Quand vous investissez, vous avez une parcelle, on vous donne les balances. On casse à qui? On casse à qui? Donc on veut qu'on casse. On parle, de quelle loi vous parlez? Quand quelqu'un a l'argent, qu'il n'ait pas peur d'investir. Je vous dis, madame, avec cette idée, on peut faire des milliards en un seul mandat. Je parlais de la femme, tout ça fait des copies-colles. Les femmes, les jours, vous dites, nous quittons un peu nos luxes là pour investir dans la banque. Non, les hommes vous respecteront. Et puis, on crée autant d'emplois. Et puis on va quand même terminer. Je veux prendre le siège des médias, le siège national des médias. Finalement, pourquoi un accent particulier dans les médias? Madame, ce que je ne vous ai pas dit, les médias, c'est vous qui nourrissez l'opinion. Moi-même, les jours où je ne regarde pas Télé 50, je suis malade. Mais de quoi? Qu'est-ce que vous dites alors? Dans nos familles, vous intervenez comment? Parfois, quand je suis, c'est manque d'appétit, tout ça. Les médias, j'ai même écrit à Christian Bossembe, quand quelqu'un a une idée lumineuse là, comme celle-là, vous faites quoi? Quand il critique, vous l'arrêtez, mais quand il est tout ça, bon, il n'a pas le pouvoir. Les médias, c'est vous. Le fameux pouvoir, vous n'utilisez pas ce pouvoir-là. Le quatrième pouvoir, on dit quatrième pouvoir, vous n'utilisez pas. Dans les médias, c'est vous qui pouvez dire, par exemple, lors des briefings de Patrick Mouyaya, vous pouvez dire, bon, il y a 10 propositions, il y a 5 questions. Mais tout le monde pose des questions pour piéger le président, pour tout ça. Non, même dans vos... Surtout, ça ne fait pas de débat. Les gens qui viennent pour critiquer l'opposition, ce n'est pas ça l'opposition du président. Sûrement, vous êtes peut-être ignorant. Voici cette idée. Et si ça tombe, on peut payer. Monsieur Makofi, je vous dis grand merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes professeur et savant. Justement, pardon, il y avait... vous avez un dernier mot? Le siège des savants. Oui, le siège des savants, oui, terminé par que les intellectuels se manifestent, sinon qu'ils se taisent. N'importe quoi. Non, que les intellectuels, si un an venait, on va prévoir un siège pour une génération des savants. Voilà, donc on va terminer justement par là. Grand merci à vous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes savants et professeurs. Et oui, comme vous l'avez dit, que les intellectuels se manifestent aussi, sinon qu'ils se taisent à jamais. Grand merci à vous. Et on va terminer justement pour évoquer la question judiciaire. Oui, des réformes qui sont en train d'être initiées semblent réveiller également les magistrats qui ne sont pas du tout d'avis. Pourquoi cela dérange? On en parle tout de suite. Télé 50, simplement congolais. Voilà, ici sur ce plateau, nous recevons un avocat qui vient justement, oui, monsieur Lompempe, parler des réformes. Oui, des réformes initiées par le nouveau ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux. Monsieur Gédon Lompempe, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, madame Boutella. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne se passe pas un jour, on parle de la justice en République démocratique du Congo. C'est vrai, le chef de l'État l'avait annoncé en son temps. Oui, la justice congolaise est malade. Aujourd'hui, l'on voit qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour redresser cette justice. Mais au-delà de ça, il y a également des voix qui se lèvent pour, on ne va pas dire barrer, pour
contester certaines réformes. La grande question, c'est qu'est-ce qui dérange dans le fond et dans la forme? D'abord, merci beaucoup, madame, pour l'opportunité de parler sur la question de la réforme au niveau de la justice. Comme vous le savez très bien, dans notre pays, la justice occupe un domaine, je dirais même la justice élève une nation. Mais ça, c'est un principe. Même dans la Bible, la justice élève une nation. Si vous avez une bonne justice, je crois que le pays peut se développer à tout moment. Mais lorsque la justice a des problèmes, la justice est malade, je crois qu'il y aura même des difficultés où même les investisseurs ne peuvent pas arriver dans un pays où il y a des problèmes au niveau de la justice. Donc la justice dans notre pays, c'est un véritable chantier. Mais ce que nous voulons, c'est quoi, madame? On ne peut pas s'opposer sur des réformes courageuses dans le domaine de la justice. Maintenant, il est question de voir comment vous pouvez appliquer ces réformes-là. C'est très important. Vous ne pouvez pas appliquer des réformes sans associer les acteurs dans ce domaine-là. C'est difficile. Et c'est ce que nous sommes en train de constater sur le terrain avec le ministre Constant Mutamba. C'est vrai, il a des bonnes idées et de pouvoir booster des choses. D'ailleurs, je peux vous dire que, non, vous savez, même l'honnêteté intellectuelle oblige. Nous sommes même, au-delà d'être avocats, nous sommes politiques. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, je crois en 2020, la loi que Mutamba propose aujourd'hui au niveau du Parlement, la loi de 2013, portant sur l'organisation et fonctionnement de l'ordre judiciaire, je crois à son temps-là, même l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'honorable Obed Minaku, Ntialanzo, lui aussi, effectivement, il avait porté ces réformes. Mais à l'époque, il y a eu des tollés. Souvenez-vous, rappelez-vous, lorsqu'il y a eu, une campagne de la caporalisation de la justice. À l'époque, on l'a vu avec, lorsque nous étions dans la coalition FCC-CAJ, nous avons vu la diabolisation de nos partenaires de l'époque. Du CAJ qui disait que non, écoutez, sur les FCC qui voudraient bien se caporaliser de la justice, contrôler l'appareil judiciaire, que le FCC voudrait bien que la séparation du pouvoir, que l'indépendance de la justice soit totalement quittée. Mais aujourd'hui, nous sommes revenus dans ce débat-là, en plein débat. Moi, je m'aimerais bien que non, M. Constant Mutamba puisse reconnaître que non, dans cette réforme-là, il y a eu un préquissé. Et c'est Minago qui a commencé. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne parle pas de la loi Minago? Parce qu'on se pose la question, comment Mutamba se précipite, aller directement déposer les idées ont été bonnes, pourquoi ne pas pérenniser cela? Ça fait partie de la continuité de l'État, justement, quand il y a des bonnes choses. Aujourd'hui, nous avions vu la construction des routes, la construction et réhabilitation de routes qui ont été initiées avec Joseph Kabila, qui sont en train d'être poursuivies avec Félix Tshisekedi. Ça fait partie de l'État, de la continuité de l'État. Non, mais la continuité, c'est un principe qui demeure entre nous, dans la gouvernance de la République. Alors, il est question sur quoi, madame? Les idées peuvent être bonnes, comme vous avez souligné. Vous savez, il est allé déposer les 3 projets de loi. Notamment, il y a la loi de 2013, il y a la loi sur le barreau congolais, et l'autre est la loi organique sur, comment on appelle ça, les statuts des magistrats. Là, on ne disconvient pas. Mais la logique, il voudrait bien, madame, qu'il y ait un débat préalablement. Mais ce que moi, je ne vois pas, il n'y a eu aucun débat. Parce que la loi, par exemple, la loi sur le barreau congolais, normalement, il fallait inviter au moins quand même le conseil de l'ordre. Vous fassiez un débat général entre les avocats. Toucher là où on peut toucher et soumettre là. Mais lorsqu'on amène la loi, n'est-ce pas, de manière cavalière, on soumet ça à l'Assemblée nationale, voire même la loi sur les 2013 concernant pour les magistrats. C'est la même chose. Il n'y a eu aucun débat, à ma connaissance. Il n'est nulle part où on l'a vu, le ministre de la Justice, Mutamba, avec les conseils supérieurs des magistrats, puisse organiser un débat républicain entre les magistrats. Comme ça, s'il y a des problèmes qui dérangent, parce qu'aujourd'hui, notre justice est malade, oui, d'accord. Ce n'est pas seulement au niveau des magistrats. Nous connaissons des magistrats intègres. Ils sont là, ils sont dans leurs offices. Il y a aussi des magistrats avérés. Il y a des magistrats aussi mafieux qui sont là pour ternir l'image de la justice. Ils sont là, nous connaissons. Même au niveau des parquets, voire même au niveau des tribunaux. Mais il est question maintenant de comment créer un dialogue permanent. Un dialogue permanent, vous sous-entendez les états généraux de la justice. Mais il y a eu des états, je crois que c'est depuis 2015. Il y a eu à l'époque avec
maître Alexis Tambomamba, Oui. il avait initié quand même les états généraux. Il y a eu plusieurs recommandations. Pourquoi pas Moutamba devait au moins commencer par à appliquer des recommandations des états généraux de l'époque. Mais il n'a pas fait ça. Vous savez que dans la justice, madame, c'est un véritable chantier. Il y a beaucoup de problèmes où il devait commencer. Mais malheureusement, je constate que non, il y a un malaise, il y a un bras de fer. Vous allez reconnaître qu'il n'y a pas qu'en justice que cela se pose. Il y a eu également au sport les états généraux avec Joseph Kabila, qui jusqu'à aujourd'hui souffre d'application. Est-ce que c'est un problème d'états généraux ou c'est un problème justement d'être un peu plus pragmatique? Parce que c'est le côté pragmatique, la touche pragmatique qu'il a carrément amené en lieu et place de se réunir, de tenir des réunions pour finalement, vous l'avez dit ici, les états généraux de 2015 qui ne sont même pas encore dans les résolutions, ne sont même pas encore appliqués. On prend encore les états généraux par exemple du sport qui aujourd'hui qui a été revisité même avec les états généraux de Mbouela Lodge, mais qui souffre d'application jusqu'aujourd'hui. À quoi vont faire ces états généraux au moment où on n'applique pas les résolutions? Est-ce qu'il ne faut pas passer directement à l'étape où on est plus pragmatique et on impose des choses justement pour que mais c'est là où les lignes bougent un tout petit peu? Mais c'est là que nous tous nous dénonçons cela. Parce qu'à l'époque, vous savez que Kabila avait une vision de la justice. Et cette vision-là a été pratiquement matérialisée via la Constitution. C'est parce que c'est sous son leadership qu'il y a eu ce qu'on appelle ça, l'éclatement de l'ordre judiciaire dans notre pays. D'une part, nous avons l'ordre judiciaire, de l'autre côté, nous avons l'ordre administratif, et avec qui chapeaute la Cour constitutionnelle. Ce Kabila Kabang, alors, à son temps, parce qu'il avait une vision, il fallait décentraliser la justice dans notre pays et avoir des résultats. Ça, c'était le combat de Kabila Kabangi. Et qu'aujourd'hui, même à l'époque, après les états généraux, il y a eu plusieurs ministres qui se sont quand même succédés dans ce ministère-là. Il fallait commencer par là. Mais il est question maintenant, madame, nous pouvons tout dire, nous pouvons crier dans votre plateau prestigieux ici. Mais la question demain, s'il n'y a pas l'accompagnement, s'il n'y a pas la cohésion, s'il n'y a pas un débat permanent, je crois qu'il y aura des problèmes sérieux. Parce que regardez ce qui se passe maintenant. C'est comme un jeu de ping-pong. Vous voyez, au niveau de la justice, le magistrat garde leur position. D'ailleurs, il y a certains magistrats qui pensent que non, il est temps de déclencher la grève. Parce qu'ils se sentent maintenant en insécurité. Que Moutamba, oui, c'est le ministre de la Justice qui est censé travailler dans la symbiose, dans l'harmonie avec le magistrat. Malheureusement, il y a eu totalement la rupture entre Moutamba et le corps de magistrats. Vous craignez que cette rupture pénalise justement les intentions, ces intentions de réforme dans l'applicabilité sur le terrain. Mais ça poserait un problème. Parce que apporter des réformes, d'accord, mais des réformes là doivent respecter la Constitution, madame. J'ai l'impression, il est même question de lancer un débat devant votre micro ici, vis-à-vis de M. Vital Kamerhe, parce que vous savez que la loi que Moutamba a déposée, le contenu et le contenant, non, on ne sait absolument rien du tout. Il a porté quoi? C'est quoi qui dérange? C'est ça le problème, parce que lorsque vous voulez porter des réformes dans un secteur précis, je pense que non, il faut d'abord respecter la Constitution. Il faut respecter d'autres lois de la République. C'est vrai que non, dans la justice, dans le corps des magistrats, il y a des problèmes sérieux qui demandent quand même des réformes nécessaires pour stopper rapidement des magistrats verrés. Mais ce qui est important, c'est quoi, madame? Lorsqu'il n'y aura pas la cohésion, il n'y aura pas le dialogue permanent. Parce que ici, je vous dis, je continue à citer que non, il y a l'absence de dialogue. Il n'y a pas un dialogue. C'est comme ça que nous vit même le cinéma qui... Le syndicat des magistrats autonomes, ils l'ont quand même énuméré dans leur communiqué. Ils ont démontré que non, depuis que Moutamba, il est là, il est pratiquement dans beaucoup de choses. Tantôt il est dans le populisme, tantôt il est dans la précipitation, tantôt non. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, la justice est malade, c'est à tous les niveaux. Je lis même dans les communiqués. Les médecins, ils l'ont dit, on disait que non. Et cette maladie de la justice englobe également le ministre de la Justice. Donc lui aussi, il a sa part de responsabilité. Voilà pourquoi je vois même comment il a lancé cette histoire de le paiement des bancarisations au niveau de la justice. Oui, d'accord, là, ça peut aller. Mais il est question comment se matérialiser. Parce qu'il ne va pas seulement se limiter au niveau de la justice, même au niveau de la justice militaire. Ça pose un problème. Là-bas aussi, il faut quand même faire quelque chose. Donc, le chantier est tellement vaste et que moi, je t'appelle encore davantage. Mais ce Constant Moutamba, il est temps, n'est-ce pas,
de revenir encore sur la table. Il est temps de ressaisir encore ce que vous voulez faire, c'est très important. Parce que s'il n'y aura pas un dialogue, je pense que, madame, quelles que soient des réformes, ça poserait un problème. Parce que je vous dis, à l'époque, Obed Minakou a été totalement diabolisé. Mais aujourd'hui, on en parle encore la loi Minakou. Voilà pourquoi moi je pense que non, il est important que non. Il faut que non, un dialogue permanent avec les conseils supérieurs de la magistrature, avec Moutama. C'est à ce moment-là que nous, ensemble, mais dans la main, nous pouvons réussir. Mais au cas contre, je pense que non, ces guerres-là, ça profitera absolument à rien du tout. Parce qu'il est censé travailler avec les magistrats. S'il ne travaille pas avec les magistrats, il va travailler avec qui? Est-ce qu'il va travailler avec qui? C'est très important, il est temps de se ressaisir. Au lieu de manifester un esprit de triomphalisme, là, c'est pas normal, madame. C'est pas normal. Monsieur John Nolon Pempe, je vous dis grand merci. Merci beaucoup, madame. Voilà, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes maître avocat et ici sur ce plateau, nous revenons justement sur les réformes initiées par l'actuel ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux. Ces réformes qui semblent carrément déranger les magistrats. Alors, vous avez évoqué le dialogue pour le bon fonctionnement dans l'harmonie et la collaboration. Grand merci à vous. Merci beaucoup, maman. Et même les téléspectateurs, vous l'avez compris, Kinshasa Direct, c'est fini. Dans quelques instants, c'est la grande édition du journal avec Nathalie Yoko. À très bientôt sur Télé 50. On vous quitte tout en vous laissant dans les bonnes mains de la régie.